Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Alors avant de parler budget, retraite, on va parler foot. J'imagine que vous avez vibré comme des millions de Français hier soir devant votre téléviseur. D'ailleurs, vous l'avez regardé où ça? À l'Assemblée? Je suis arrivé hier soir à Paris, je l'ai regardé depuis l'Assemblée nationale. Dans votre bureau? Voilà, et j'ai vibré comme des millions de Français. Je ne suis pas un expert en foot, mais je dois dire, ce Mbappé, quel gars extraordinaire et quel match extraordinaire. Il faut saluer cette équipe de France qui est vraiment... Vous dites on est fiers des Bleus ce matin? Oui, on a été très fiers. Ils ont été à la hauteur. Ils ont fait vibrer notre pays. Ils méritaient probablement de gagner. C'est comme ça. C'est le sport. Et ce fut un bon moment. Et j'allais dire, c'est le sport et rien que le sport. Parce que derrière ces matchs, on le sait, il y avait des questions très politiques. Et ce mondial, par ses silences, il a été très politique. On a été dans une stratégie d'évitement des sujets qui faisaient polémique, les ouvriers morts, les droits LGBT, les droits de l'homme au Qatar, la façon dont le Qatar essaye aussi de corrompre. Mais finalement, est-ce que ce matin, on ne peut pas dire que c'est le Qatar, le vainqueur de cette Coupe du Monde, vu les projecteurs, le focus qu'il y a eu, j'allais dire le soft power en quelque sorte de cette compétition? Ah, mais ils ont très bien réussi leur coup. Mais ça, c'était, j'allais dire, il y a 10 ans, quand ça a été négocié. Quand il a été décidé d'attribuer cette Coupe du Monde au Qatar, le Qatar avait très bien joué. Et ça ne doit pas nous rendre amnésiques. Cette Coupe du Monde ne doit pas remettre les compteurs à zéro. Le Qatar ne peut pas s'exonérer des responsabilités qu'il a. Et il faudra en parler. C'est d'ailleurs aussi... Oui, c'est-à-dire qu'on ne referme pas la page aujourd'hui après la compétition. J'espère bien, si vous voulez. C'est une des raisons aussi fondamentales pour lesquelles nous, les députés du Rassemblement national, et je pense à mon collègue Jean-Philippe Tanguy, avons décidé de demander une commission d'enquête sur les influences et les ingérences des pays étrangers dans la sphère publique française, parce que nous pensons qu'il y a des pays, des puissances comme le Qatar, qui se donnent les moyens d'essayer d'influencer les décideurs, et il faut faire la lumière sur cela. Voilà, nous pensons qu'il y a aujourd'hui des pays qui cherchent à influencer la décision publique. Ce n'est pas acceptable, et donc on ne referme pas la boîte. On a vu qu'Emmanuel Macron avait tenté de politiser, ou en tous les cas d'utiliser. C'était un peu confondant et c'était un peu consternant de le voir hier essayer de s'accrocher comme un crampon à Mbappé qui n'a pas regardé une seule fois. Vous faites référence à ces images, on l'a vu à l'issue de la rencontre, aller cajoler, réconforter en quelque sorte on devient un président totalement ridicule. Kylian Mbappé. Justement sur le Qatar, Sébastien Chenu, au moment où se jouait la compétition, le match, le site internet du Point a publié un article épinglant les trajets d'Emmanuel Macron, le coût exorbitant des allers-retours de Macron au Qatar. Je résume, la 330 présidentielle et le Falcon qui l'accompagne est écrit dans l'article, ont coûté 500 000 € et généré 480 tonnes d'équivalent CO2, soit 53 ans d'empreinte carbone d'un Français. Alors, est-ce qu'il pouvait en être autrement? Est-ce qu'il pouvait faire différemment? Ou vous dites ce matin, finalement, cette écologie présidentielle, c'est un simple affichage et c'est un symbole désastreux? Non, mais de toute façon, l'idée, c'était de ne pas faire cette Coupe du Monde au Qatar. Marine Le Pen, présidente, elle ne va pas au Qatar. Non, mais ensuite, la place du président de la République, pour moi, elle était avec les Bleus. À partir du moment où ça a été décidé, on est derrière son équipe nationale. Tous les Français étaient derrière l'équipe nationale. D'ailleurs, je vois bien que ceux qui avaient appelé au boycott n'ont pas été entendus. Tous les Français étaient derrière l'équipe nationale, donc il était normal que le président de la République y soit. Moi, je ne veux pas faire de mauvais procès. Quand je vois le président de la République, après, se ruer sur le terrain ou dans les vestiaires, il est ridicule, c'est pas sa place. Mais sa place, c'était d'être dans les tribunes, évidemment. Maintenant, le Qatar pose un certain nombre de problèmes. Le Qatar soutient du terrorisme, le Qatar en opposition aux droits de l'homme, le Qatar qui se comporte mal et qui essaye d'influencer la sphère publique. Oui, on l'a vu avec le Parlement européen, le Qatar pose problème et on ne peut pas, parce qu'il y a eu la Coupe du Monde au Qatar, tourner les yeux, détourner les yeux et faire comme si ce n'était pas possible. Donc oui, les députés du Rassemblement national iront jusqu'au bout aussi lorsqu'il s'agira d'enquêter sur l'ingérence du Qatar, comme le Qatar a pu acheter visiblement des députés socialistes européens. Vous savez, ces mêmes députés socialistes qui toute l'année vous donnent des leçons et qui se font acheter à coups de sacs de millions d'euros, eh bien tout ceci n'est pas acceptable. On en vient, Sébastien Chenu, à une autre actualité. Vous avez peut-être entendu le président ukrainien Volodymyr Zelensky, invité de Darius Rochebin. C'était une interview exceptionnelle depuis Kiev vendredi. Et j'ai retenu un passage. Vous allez l'écouter, c'est assez court, mais intéressant, sur les biens et les avoirs russes en France. Écoutez Volodymyr Zelensky. Il y a des comptes bancaires de personnes très riches qui sont en France. Faites-nous en profiter. À quoi bon puiser dans le budget national français pour financer toute cette aide alors que ces biens immobiliers coûtent des millions d'euros? Saisissez-les, vendez-les et envoyez la recette à l'Ukraine.
Voilà, saisissez-les, vendez-les, envoyez la recette à l'Ukraine, dit le président ukrainien. Il a raison. Mais je crois que c'est ce que la France a fait. On a tapé les avoirs russes dans notre pays. Si on l'entend pas assez, il en reste. Oui, d'accord, peut-être. Mais et d'ailleurs, je pense que c'était probablement la meilleure voie, les meilleures sanctions possibles. On voit que les autres sanctions, elles ne portent pas. Mais nous l'avions dit avec Marine Le Pen, les sanctions qui sont actuellement faites sur la Russie, elles n'ont pour conséquence que des conséquences pour les Français. En réalité, taper les avoirs russes, et ce qu'il le dit, c'est peut-être probablement la seule voie qui permet de faire infléchir la Russie. Et comme dit Marine Le Pen, il y a quelques jours, la France doit cesser ses livraisons de canons César, par exemple à l'Ukraine. Elle doit arrêter de leur donner des armes pour se défendre face à la Russie. Non, les armes défensives, nous avions dit que, en ce qui concernait les armes défensives, et le canon César, on est à la limite entre l'arme offensive et l'arme défensive. Les armes défensives, c'était encore acceptable. Les armes offensives, qui permettent de faire la guerre, eh bien, nous placent ou nous placeraient de fait dans le camp des co-belligérants. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un débat au Parlement si nous souhaitons, si la France souhaite changer de stratégie, ce qui, je crois, n'est pas le cas et n'est pas d'ailleurs la politique d'Emmanuel Macron. On le sait. Et quand j'entendais les propositions d'Henri Kissinger, même si elles sont un peu décalées, il faut bien le dire, eh bien, la solution, elle est diplomatique. Il faudra bien amener tous ces gens un moment autour d'une table, sinon c'est la guerre. Or, personne n'a ni l'intérêt, ni envie à ce qu'il y ait la guerre. Donc, il va falloir ramener tout le monde autour de la table. On aurait pu attendre cela de la diplomatie française, d'Emmanuel Macron. Il n'a pas réussi à le faire. On sent bien qu'il a perdu le contact, d'ailleurs, avec Vladimir Poutine depuis un certain temps. Un échec où il a fait tout ce qu'il a pu. Non, je crois qu'il n'a pas été... c'est plutôt un échec pour Emmanuel Macron, mais la partie n'est pas finie. La France a une voix importante. Vous savez, nous, on a fait le choix de ne jamais parasiter la diplomatie française et de toujours dire que la solution, c'était la diplomatie, c'était la paix. On peut être va-t-en-guerre, on peut dire il faut aller taper les Russes, etc. On peut se ranger du côté des co-belligérants. C'est un choix politique. Il ne peut se faire qu'avec l'assentiment du Parlement. Nous croyons en la paix et dans des stratégies diplomatiques. Donc vous êtes finalement, j'allais dire, peut-être d'accord avec Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, qui disait à l'opinion, dans leur soutien à l'Ukraine, les Occidentaux courent deux risques, l'ouverture d'un second front, la perte du reste du monde, expliquant que la situation actuelle ne pourra sans doute pas durer au-delà de l'été prochain. Je pense que Dominique de Villepin a souvent eu raison sur la scène internationale. Et encore une fois, l'idée même d'imaginer qu'après ce conflit, la Russie ne soit plus un interlocuteur est une fadaise. La Russie sera un interlocuteur. Je ne dis pas que le régime russe doit se maintenir. Peut-être qu'il évoluera même dans le temps. Mais on va continuer à parler à la Russie parce que c'est notre intérêt. Parce que si on ne parle plus à la Russie, d'autres prendront la place. On sait que des grands pays comme la Chine, comme l'Inde, sont potentiellement... en rêve de pouvoir succéder comme première force à la Russie sur la scène internationale. Donc, de toute façon, il faudra bien continuer à parler à la Russie. La solution, elle ne peut être que diplomatique, sur quoi Dominique de Villepin a raison. Le budget, à présent, Sébastien Chenu, a été adopté définitivement samedi soir à l'Assemblée. Ultime motion de censure, après le déclenchement d'un ultime, j'allais dire presque 49.3 de la part de la Première ministre. C'est 10 49.3 qui ont été déclenchés, qui ont permis de faire passer à la fois le budget de l'État et de la sécurité sociale. Mais finalement, quand Elisabeth Borne dit « ce texte répond aux aspirations des Français, aux besoins des plus précaires », elle a raison, non ? Non, elle a tort. D'abord, elle a tort sur la forme et elle a tort sur le fond. Même pas sur le bouclier tarifaire pour contenir les 15%, la hausse de l'énergie, les hausses de salaire pour les enseignants, tout ça, ça compte non, pas. mais le gouvernement a dépensé pour le bouclier tarifaire, je crois, près de 42 milliards d'euros. On aurait pu en faire des choses si on avait anticipé, si le gouvernement avait choisi d'autres stratégies, comme celle que proposait Marine Le Pen, la baisse de la TVA à 5,5 sur toutes les énergies, 0% de TVA sur les produits de première nécessité. On en a fait des propositions qui étaient pérennes et qui venaient soulager le pouvoir d'achat des Français. Le gouvernement n'a choisi que des sparadraps. Et puis, Emmanuel Macron, qu'on nous a longtemps présenté comme une espèce de Mozart de la finance, Mozart joue faux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez vu la dette exploser dans notre pays. On va atteindre le cap symbolique des 3 000 milliards d'euros. Exactement, 400 milliards de plus avec ce budget-là. Je veux dire, Emmanuel Macron ne tient pas l'endettement français, menace l'avenir de la France et donc son investissement, mais aussi sa crédibilité sur la scène internationale, et puis de l'autre côté, ne répond pas aux demandes des Français. Puis il y a quand même une question qu'il faut se poser. On vient de passer aussi le cap des prélèvements les plus hauts en Europe, des prélèvements obligatoires les plus hauts. Je crois qu'on est à près de 45%. Ouais. Mais il passe où tout ce fric ?
ce fric qu'on ponctionne aux Français qui se lèvent pour aller travailler, aux petits retraités, il passe où tout cet argent? Enfin, sincèrement, vous ouvrez un dossier quel qu'il soit, les hôpitaux, la justice, la police, l'éducation, vous avez l'impression que notre système est en faillite de tous côtés. Donc il y a bien des économies à faire. Mais qui si n'ont vous n'êtes pas été d'accord faites. avec ce budget, Oui. pourquoi vous n'avez pas, par exemple, voté différentes motions de censure? Vous dites que Mais- ça ne sert finalement à rien D'abord, nous et on en se battra avons. sur d'autres terrains. D'abord, nous en avons voté, nous en avons même présenté. Je Sur suis la désolé que dernière. ça vous ait échappé. Non, sur mais la vous savez, au bout de la 10e, c'est un exercice très prévisible. Elisabeth Borne Donc vous dites que ça dégaine. ne sert à rien Pour à ce moment-là. la 10e et la 9e ne servaient plus à rien. Elisabeth Borne dégainait son 49-3. La France insoumise, très prévisible, elle venait déposer une motion de censure dont elle savait qu'elle ne serait pas votée. Et même qui refusait, la France insoumise refuse que le Rassemblement national puisse voter ces motions de censure. Autant vous dire que c'est totalement hypocrite. Sans le Rassemblement national, une motion de censure ne peut pas passer. Mais surtout, il n'y a pas eu d'économie, il n'y a pas eu de vision pour les Français. Vous savez, des économies, nous, on a proposé sur la contribution à l'Union européenne, sur l'immigration, sur la fraude. Enfin, il y a des sources d'économies dans notre pays pour mieux rediriger cet argent. Malheureusement, le gouvernement a fait d'autres choix qui sont des choix... c'est une politique bancale en réalité. On colmate des brèches, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de rénovation du secteur public, il n'y a pas d'investissement dans le secteur public, il n'y a pas de réindustrialisation du pays. On est vraiment sur un Mozart qui joue faux. Le groupe LR, comme la NUPES, a priori, vont saisir le Conseil constitutionnel. Vous allez faire de même au Rassemblement national? Nous ne l'excluons pas. Ce que nous voulons, en revanche, c'est trouver des solutions pour les Français. Vous savez, c'est ça la mission qu'ont donnée les électeurs du Rassemblement national à leurs députés en les envoyant à l'Assemblée nationale. C'est amener des solutions. Vous savez, les députés du Rassemblement national, ils ont déjà obtenu des choses. Quand on obtient 50, quand on fait voter 50 amendements sur le coût des pelés, moi, mes électeurs à Denain et dans ma circonscription m'avaient alerté sur l'augmentation des pelés pour pouvoir se chauffer. Eh bien, ça, c'est le Rassemblement national qui l'obtient. Plusieurs choses et vous allez le voir en janvier, quand on débat, quand on met dans le débat public l'augmentation. L'augmentation des salaires de 10%, jusqu'à 3 fois le SMIC. Parce que la gauche a totalement abandonné, la France insoumise ont abandonné le SMIC à 1600. Nous faisons de notre cheval de bataille que de l'augmentation des salaires de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC. On le met dans le débat, on va voir qui est d'accord. Je vous donne 2 autres exemples parce qu'ils sont importants. Un sur la fiscalité locale. Moi, j'ai défendu la baisse de la taxe ordure ménagère. C'est ce que vous avez votre PPL que vous allez présenter. Oui, la gauche l'a refusé en commission des finances. Roger Chudeau, notre député, sur le port de l'uniforme, c'est un choix de société. Emmanuel Taché de la Pagerie sur les violences faites aux femmes, c'est un choix de société. Nous faisons avancer les choses. Ce sont les autres qui, aujourd'hui, refusent. On suivra ça. Vous parliez d'énergie. Je voulais juste vous faire réagir sur une information qui est parue ce week-end sur l'EPR de Flamanville. Retard encore dans le calendrier. Ça dure depuis des années. On a compris que ce puissant réacteur ne serait opérationnel pas avant l'hiver prochain. Coût relevé de 500 millions d'euros avec une empreinte des milliards qui ont été engagés. Vous dites quoi? 1 au gouvernement, 2 à EDF ce matin. Non, mais je dis surtout au gouvernement, parce que c'est bien le gouvernement qui est le donneur d'ordre, que sa stratégie nucléaire a été un brouillon invraisemblable dont nous payons aujourd'hui très cher les conséquences. Vous savez, pour une centrale nucléaire, c'est 4000 éoliennes. Donc ça veut dire que c'est 50% du paysage éolien dans notre pays. Donc évidemment, on voit bien les éoliennes, ça ne marche pas, c'est intermittent. Donc, parenthèse, vous voterez contre le texte sur les énergies renouvelables? Oui, c'est pas acceptable. C'est un texte qui permet l'augmentation de l'éolien dans le pays, qui fait l'impasse sur l'hydrogène, qui ne va pas sur la sortie du marché de l'électricité. Enfin, je veux dire, tous les sujets qui étaient fondamentaux. Tout est acheté, rien n'est bon à prendre. Oui, il n'y a pas grand-chose à garder là-dedans. Ça a été vraiment un texte mal fichu, mal pensé. Mais surtout, le gouvernement nous a fait prendre du retard parce qu'en fermant Fessenheim, en laissant évidemment des centrales nucléaires se détériorer, en n'étant plus en capacité d'alimenter le pays, il nous a fait prendre Emmanuel Macron. C'est pas la déjà faute sous François. Alors, ça que d'Emmanuel Macron. Déjà, François Hollande a été le champion de la fermeture, de l'abandon du nucléaire. Mais Emmanuel Macron était déjà, j'allais dire, un comparse de François Hollande. Et il a continué. Et aujourd'hui, on est dans une stratégie de brouillon, de gribouille, qui nous fait perdre beaucoup de temps et qui coûte
aux Français, coûte très cher aux Français au quotidien. On en vient aux retraites, ce sera le gros sujet de la rentrée en janvier. Dans le journal du dimanche, le patron des patrons du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, disait hier, voilà, on ne peut plus se permettre d'attendre, on n'a plus le choix aujourd'hui que cette retraite, 65 ans, c'est le projet de l'exécutif. Alors on sait que le Rassemblement national, vous avez abandonné ce totem des 60 ans, on est plutôt entre 60 et 62 ans, on va dire, sur cette retraite, en fonction si vous partez, si vous avez commencé à travailler 40 annuités, c'est entre plus 17 simple, et 19 ans. comme ça. Mais si vous avez commencé à travailler à 23 ans avec toutes les annuités, on arrive à 65 ans, 23 plus 42 ans. 40 annuités, c'est encore ce qui est le plus simple parce que finalement, l'âge de départ en retraite, si vous ne parlez pas du nombre d'annuités, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est 40 annuités. Or, si vous avez commencé à travailler tôt, vous avez souvent eu un travail beaucoup plus pénible. Ce sont les gens qui entrent tôt sur le marché du travail qui font les travaux les plus pénibles. Donc, si vous commencez à travailler entre 17 et 20 ans, avec 40 annuités, vous devez pouvoir partir avec un taux plein, avec une retraite pleine à 60 ans. Et puis après, progressif jusqu'à 62 vous êtes ans écouté et pas plus. Par l'exécutif, il y a des réunions, il y a des consultations menées notamment à Matignon par le ministre du Travail. Vous y allez? Oui, Marine Le Pen au était Rassemblement présente. national. Un mois de plus, Emmanuel Macron, c'est le délai qu'il a donné. Un mois, pourquoi faire? Écoutez, je crois que le gouvernement ne bougera pas entre 64 ou 65 ans. Sa religion est déjà faite, mais ça tombe bien, la nôtre aussi. Nous considérons que c'est un choix de société fort. Vous savez, le Conseil d'orientation des retraites nous le dit. Les régimes sont aujourd'hui excédentaires. Il n'y a pas d'urgence à réformer le système. On nous dit tout ça coûte très cher. Mais enfin, ça coûte exactement le prix annuellement de la contribution que nous donnons à l'Union européenne. On nous dit oui, mais ailleurs on fait pareil. Mais ailleurs, on n'a pas le même taux de natalité, on n'a pas le même taux d'employabilité. Les choses sont différentes. Donc vous voterez contre ce texte. Nous voterons contre ce texte. Et s'il y a une motion de censure déposée par le RN, bien sûr, vous voterez pour. Et si elle est déposée par LFI aussi? Bien sûr, nous ne nous empêchons absolument pas de voter toutes les motions de censure pour s'opposer à ce choix de départ à la retraite à 65 ans qui, sincèrement, est injuste, n'est pas humain et on a le sentiment d'un peu de cruauté de la part de ce gouvernement qui dit les Français ont déjà des difficultés avec le pouvoir d'achat, on va en rajouter avec la réforme des retraites. Moi, vous savez, lorsqu'il faut taper sur les gens qui sont dans la difficulté, c'est pas mon rôle, je sais pas faire. 19 juin 2022, 19 décembre 2022, c'est aujourd'hui 6 mois que vous avez été élu avec vos 576 autres collègues de l'Assemblée nationale, 89 députés pour le Rassemblement national. Alors on a vu la stratégie de la cravate, comme on avait surnommé les députés RN qui étaient arrivés à l'Assemblée. Vous êtes aussi l'un des 6 vice-présidents de cette Assemblée. Et ce matin, juste pour la petite anecdote, mais je trouve ça assez intéressant sur le climat qui peut régner, dans l'opinion, nos confrères racontent que lorsque vous croisez votre collègue insoumise Caroline Fiat, vous vous adressez, vous répondez en disant « Salut les fachos, salut les cocos ». Ça se passe comme ça ? C'est-à-dire que Caroline Fiat a souhaité m'interpeller de cette façon-là, avec un humour qui lui est tout particulier, et j'ai répondu avec un humour qui m'est probablement tout particulier, mais qui permet de mettre de la distance et non pas de la conflictualité. La France insoumise a choisi, et je crois que les Français en sont témoins, de mettre de la conflictualité, et on les a vus à l'œuvre. On a vu que cette opposition-là, non seulement n'était pas sérieuse, mais qu'elle était sectaire et qu'elle était dangereuse. On le voit d'ailleurs encore dans les réactions qu'elle a en accueillant des terroristes palestiniens hier, en disant que Israël fait de la déportation. Enfin, on mesure les mots. Tweet, oui, je suis très choqué par la façon dont la France insoumise aborde les problèmes de notre société, la façon dont elle gère les problèmes des violences faites aux femmes. Choqué par le retour d'Adrien Quatennens en janvier dans le groupe des non-inscrits, alors qu'il a été radié de son groupe LFI et que LFI a l'air de dire pendant 4 mois, il est plus chez nous. Et après retour à la maison. La France vous lui direz insoumise... pas bonjour, vous direz pas le salut, vous direz pas bonjour Adrien Quatennens. Moi, je laisse la justice gérer les choses. Adrien Quatennens est député, c'est à la justice de gérer les choses, mais la France insoumise donne des leçons à la terre entière toute l'année, notamment sur ces dossiers de violences faites aux femmes, est incapable d'exclure l'un de ses députés qui est condamné. Vous savez, nous, quand ça nous arrive, ça nous est arrivé une fois, en 24 heures, les choses ont été réglées. Le député a quitté le groupe. Donc il faut savoir, moi je pense que la France insoumise a montré un visage de sectarisme, de dangerosité, d'incapacité aussi à répondre aux aspirations populaires. Lorsqu'ils abandonnent le SMIC à 1 600 € pour se battre contre la corrida, on voit bien où sont les problématiques de ces parlementaires-là. Ce ne sont pas des gens sérieux, ce ne sont pas des gens responsables. Et c'est vrai que la seule opposition responsable,
responsable, sérieuse, qui fait des propositions. Je vous en ai parlé. Je vous ai parlé à la fois de fiscalité, de salaire. C'est Jean-Philippe Tanguy et Christophe Benz qui porteront ce texte, ou des propositions sur des sujets de société ou sur l'immigration. Nous sommes au rendez-vous. Nous sommes au rendez-vous parce que nous préparons l'alternance. Nous voulons prendre les commandes du pays et faire une autre politique qui aura d'autres résultats et qui assurera aux Français, je le crois, un autre quotidien. Il nous reste une petite minute, Sébastien Chenu. Ça fait un peu plus d'un mois que Jordan Bardella est le nouveau patron du parti. Vous en êtes le numéro 2, vice-président. Et de l'autre côté, enfin à côté de vous, sur l'échiquier politique, un nouveau patron aussi du côté des Républicains, c'est Éric Ciotti. Est-ce que vous dites, on se frotte les mains, nous, au RN, d'avoir Éric Ciotti président, ou au contraire, vous auriez préféré que ce soit un autre candidat pour pouvoir récupérer peut-être des déçus et qui seraient venus du côté Rassemblement National? Non mais je veux dire, je me fiche un peu de ce qui se passe chez les Républicains parce que... Votre ancienne famille. Oui, mais ça fait longtemps. 10 ans. Hein, bon. Je crois que la messe est dite. Vous savez, les Républicains votent pour le candidat qui a le discours qui se rapproche le plus de celui du Rassemblement National et ensuite, avec une belle régularité, sont trahis par ce même candidat. Ce qui fait qu'une partie d'entre eux, on le voit, sont partis chez Horizon et se rapprochent d'Emmanuel Macron. Les autres restants seront abonnés aux trahisons de leurs dirigeants. Moi, je leur dis, mais je ne le dis pas uniquement aux gens de droite, je dis aux gens de gauche aussi, si vous êtes patriote, sincère, attaché à la défense du modèle social français, rejoignez-nous. Nous sommes en train de faire une aventure extraordinaire autour de Marine Le Pen pour changer le cours de l'histoire de ce pays. Et donc, je le dis aux Républicains, je leur lance cet appel, mais il va bien au-delà des Républicains. Nous sommes l'opposition, demain nous serons la majorité. Ne loupez pas ce coche. Merci Sébastien Chenu. Merci. Juste un mot, vous remettez le masque dans les transports? Je n'ai pas eu l'occasion de le remettre encore dans le train. Et vous le remettriez? Mais je vais peut-être le remettre. S'il y a beaucoup de monde, je peux le remettre, oui. Très bien. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir été notre invité.